Bonjour à tous ou bonsoir, vous connaissez la chanson. Je suis toujours une Inglorious Berserker. Avec mes confrères, on va parler de Neil Adams, donc, qui est mort il y a quelques jours d'ici. Au vu du fait qu'on est toujours de grands passionnés de comics, il me semble. À ma droite, Deviant Prod. Comment est-ce que tu vas te porter? Eh ben, très bien. Dire, c'est ça? Oui, j'ai fait mon look de Jack Lockley effectivement aujourd'hui, du coup. Et bah écoute, ça va très bien. Donc Deviant Prod, de la chaîne du même nom ainsi que de celle-ci. Je fais des vidéos pop culture, des reviews de séries. Je parle de comics pas mal parce que c'est la passion effectivement commune qui nous réunit. Une petite chaîne indé, hein, donc à découvrir. Et avec. Totalement. Je n'ai pas encore été racheté par Elon Musk. Ça serait tardé. Tu n'as pas eu de relation aussi avec lui apparemment. Il n'y a aucune vidéo d'ascenseur qui circule, tu n'as aucune preuve. Et avec nous, Spidey, nos Spidey à nous, hein, Spider, Mel. Salut. Bon bah bonsoir à tous, hein, pour ceux qui regarderont en replay. Coucou. Et voilà, Melvin, toujours passionné de comics. Moi, je lis des comics. C'est tout ce que je fais de ma vie. C'est bien, il faut lire des comics. Et on salue Neil pour ce live sur Neil Adams. Hello, Neil. Salut Neil. Alors Neil Adams, donc c'est le monsieur dont on va parler ce soir, qui hélas nous a quitté le 28 avril dernier, un grand monsieur des comics, il faut bien le dire. Alors on va faire un petit topo sur le personnage, parce qu'il a quand même laissé une sacrée empreinte dans le milieu. Déjà donc célèbre illustrateur de comics évidemment, mais aussi auteur, il a aussi écrit pour du comics, né le 15 juin 1941 sur Governor's Island à New York. Il a eu son diplôme en 59 de l'école d'art industriel de Manhattan, donc voilà, qui amène à dessiner pour le marketing, la publicité, pour le cinéma, plein de choses. Et effectivement, rip à ton homonyme, donc maintenant tu es le Neil célèbre du monde des comics. Donc voilà, j'espère que tu assumeras ce rôle avec brio. On compte tous sur toi et tous les Neil du monde comptent sur toi. Donc, après son diplôme obtenu en 59, il essaye de travailler comme freelance artiste pour DC, parce que ça a toujours été un gros fan de Batman. Mais non, ils lui disent non, ça va pas le faire. Donc, il se tourne vers Archie Comics que vous connaissez au moins à cause des séries adaptées de cette maison d'édition, comme Riverdale, comme Sabrina l'apprentie sorcière et bien d'autres. Et il commence donc il veut travailler parce qu'ils ont une ligne de super-héros qui est en échec, qui marche pas très bien. Et donc il veut travailler pour cette ligne-là. Et il produit quelques samples pour un de leurs super-héros qui est, et là je te demanderai du coup de partager l'écran s'il te plaît, qui est The Fly, autrement dit la mouche. On se demande vraiment pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et l'éditeur... Mais pourtant il y avait tout pour réussir, hein. Je veux dire, la mouche, voilà quoi. C'est vendeur. T'as envie de porter la mouche. Je pense qu'il n'y avait pas encore Jeff Goldblum. C'est ça qui n'a pas non, mais il y avait eu la première version. Déjà, le film avec Jeff Goldblum, c'est un remake d'un vieux film des années 60. Donc, je pense qu'il y avait eu le film, par contre, que j'ai vu quand j'étais petit. Voilà, ça existe. Et donc, il avait fait ce sample, entre autres, que l'éditeur avait tellement aimé qu'il l'a inclus dans le numéro 4 des aventures de The Fly et qui devint, du coup, la toute première publication officielle de Monsieur Neil Adams. Ensuite, il a continué à travailler pour Archie Comics. Entre autres, il a fait des demi-pages et des pleines pages pour donc le magazine, le Jokes Book Magazine d'Archie, qui était donc voilà, c'était vraiment c'est juste des demi-pages et des pages c'est des strips, un peu comme on peut avoir avec les Boulet et Bill, Achille Talon, tout ça. Faut savoir qu'une page comme celle-là, alors une demi-page lui faisait toucher $16 et une page entière lui rapportait la coquette somme de $32, alors que le mec s'occupait quand même du dessin, de l'ancrage et du lettrage. Il faisait tout lui-même. $32 pour une page complète de boulot. Il a plus tard quitté Archie Comics et s'est tourné vers la publicité. Donc il commence dans une agence qui s'appelle Johnston & Cushing. Il y travaille pendant à peu près un an, puis en 62, il commence à travailler pour le syndicat de l'association des entreprises de presse et il y reste 5 ans. En 66, son comic strip Ben Casey. Alors Ben Casey, il faut savoir que c'était une série en fait à l'époque aux États-Unis qui était très connue, série en noir et blanc encore à l'époque, très connue à la télévision. Et donc il dessine un comic strip inspiré de cette série et elle pouvait se lire dans 365 titres de presse différentes à travers les États-Unis. Donc vraiment, là, il commençait à se faire un nom. Beaucoup de gens lisaient, surtout que la presse à l'époque, c'est peut-être parce que c'était maintenant, tout le monde en lisait. Donc il commence vraiment à se faire connaître.
mais il se barre parce que, entre autres, faut savoir que Neil Adams, il y a toujours eu un truc sur la place des illustrateurs et la rémunération des illustrateurs. Il est très, très connu pour s'être beaucoup battu là-dessus. Et donc, juste pour la partie, je trouve, enfin vraiment, t'as pas son travail sur le. Ouais, comme on en parlera, c'est quelqu'un qui est très connu pour le réalisme. Ouais. Il y avait vraiment un gros réalisme dans ses plans. C'est vraiment ça patte à lui et c'est magnifique. Hein. La casse de l'œil, c'est ouf, hein, je trouve. Mais ce qui est dingue, c'est que si tu regardes entre les trois images que tu as montrées, dans la première, donc c'est un de ses premiers. Ensuite, tu as Archie, où regarde, là, il a adapté son style, tu vois. Là c'est la première version de son style. Là il a adapté son style à Archie. Ouais, cartoon, et là, réaliste. Et là, vraiment, là, tu sens qu'il va se rapprocher un peu de ce qu'il va faire par la suite avec DC. Complètement. Ouais. Là, il est beaucoup plus proche de son style qu'on lui connaîtra pendant la plupart de sa carrière. Ouais. Et donc, il se barre donc de Ben Casey parce qu'il touchait que $350 par semaine. Alors que quand même, ça paraissait dans 365 magazines. Et sur les $350 par semaine, en plus, il devait reverser une grande partie à la maison de production de la série TV. Donc, il touchait même pas les $350. Donc, il se barre en mode, ça commence à bien faire. On va pas non plus déconner trop longtemps. Et ensuite, il est approché pour réaliser un comic strip appelé Le Béret Vert, The Green Beret. Tu remarqueras mon accent anglais. Qui parlait de la guerre du Vietnam. Mais faut savoir que Neil Adams, et ça se verra plus tard d'ailleurs dans son boulot, c'est quelqu'un qui est pas vraiment pro-guerre et encore moins pro-guerre du Vietnam. Et du coup, il conseille à ceux qui voulaient l'embaucher de plutôt aller demander à un certain Joe Kubert, qui justement travaillait pour DC Comics et bossait sur des comics justement sur la guerre, dans des corps de guerre pour DC Comics. Et Adams, lui, va travailler pour Warren Publishing, qui eux sont spécialisés dans les magazines d'horreur en noir et blanc. Il y débute avec le numéro 14, donc de Creepy Magazine. Je vois que c'est vraiment son style, wow. C'est magnifique. Wow. Ah ouais. C'est vraiment son style ultra réaliste. Et ça, c'est en avril 67. Regarde ce style. L'ancrage est fou, quoi. Ah, c'est juste, mais splendide. Vraiment splendide. Mais il fait l'ancrage tout seul et tout. Ouais. Là, ouais. Tu vois, ça aussi, c'est de lui. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe d'ici? Du coup, le problème, c'est que le fameux Joe Kubert et le Mohamed, content de te voir ici. Salut Mohamed. Le problème, c'est que Joe Kubert, justement, ils ont été le voir et il a accepté le boulot pour bosser sur le Béret Vert. Donc, d'ici se retrouve sans Joe Kubert et va voir Neil Adams en disant, écoute, on a un problème là, il y a Joe Kubert qui s'est barré. Donc, on aurait besoin de toi. Donc, est-ce que tu voudrais pas venir bosser sur notre titre Or Army at War? Et donc, lui accepte, même si c'est un titre de guerre parce que c'est DC Comics et qu'il veut un jour bosser sur Batman. Donc, son premier titre chez DC Comics, c'est Or Army at War, avec, comme tu peux le voir, donc Sergent Rock, qui est un personnage qui existe encore dans le lore de DC, qu'on peut encore voir des fois faire des apparitions. Et donc, ça, c'est le numéro... Sergent Rock. On le voit pas justement dans un Batman? Alors, je sais qu'il y a un Superman où on le voit, où avec John, il le rencontre. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure en lisant. Et c'est possible dans un Batman, hein, puisqu'il l'a réutilisé pas mal. Il a réutilisé beaucoup de ses personnages, genre Deadman, Sergent Rock, donc c'est très très possible. Ouais, c'est ça, on le voit, il y a un numéro où tu as un moment où il retourne dans le passé, en fait, où il te parle de ce qu'a fait Batman pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh ben c'est ça, oui, c'est Sergent Rock, effectivement. C'est Sergent Rock. Okay. Et du coup, donc, comme je vous avais dit déjà à l'époque, il voulait vraiment bosser sur Batman, et il tente sa chance. Il essaye de bosser pour la ligne principale, donc le titre Batman. Il essaye aussi sur Brave and the Bold, mais DC lui dit non. Il lui refuse à chaque fois. À la place, ils l'ont mis sur des titres comme les fameux The Adventures of Jerry Lewis, du comic du même nom, mais aussi sur donc comment s'appelle Bob Hope. Donc voilà, c'est des titres humoristiques de l'époque, hein, genre de trucs que DC publierait plus maintenant. Tu vois, donc c'est magnifique. Encore une fois, tu vois, il a adapté son style. Bien sûr, il passe en style très cartoony là du coup. Ouais, il change carrément son style. Ils sont pas tous capables de faire ça. Ah, complètement. Ah oui, ça c'est clair. Mais du coup, peu de temps après, il peut enfin réaliser sa première couverture pour un titre super héroïque, et pas des moindres, vu qu'il commence avec Action Comics numéro 356 en juillet 1967. Donc enfin, il dessine sur un super-héros et en plus sur du Superman.
Là, il a mis tout son être. Là, il savait que c'est sa chance, il a tout mis. Ah, c'est en mode c'est maintenant. Parce qu'en fait, là, on n'est pas encore sur le Neil Adams vraiment connu. On est sur un Neil Adams qui commence petit à petit à se faire un nom, mais on est vraiment sur les débuts où il est dans l'industrie des comics, mais il fait pas encore ce qu'il veut. Faut encore vraiment qu'il bataille pour pouvoir être sur des titres. Ouais. Quelques mois plus tard, il dessine sa première couverture pour Batman avec, enfin, The Brave and the Bold, numéro 75. Avec, tu peux voir le spectre du coup en fond. Et donc voilà, c'est enfin sa première couverture où il peut dessiner du Batman. Le même mois, il crée un personnage qu'on connaît encore aujourd'hui. Deadman, qui apparaît donc dans Strange Adventure numéro 205. Et il va réaliser les couvertures des numéros 207 à 216. Et c'est à ce moment qu'il va remporter énormément de récompenses. Et c'est là qu'il va vraiment se faire connaître en tant qu'illustrateur. Où vraiment Neil Adams, ça va devenir une pointure dans l'illustration. Et je vous ai mis quelques exemples pour montrer un peu le type de couverture qu'il avait faite. T'as par exemple celle-là qui est cultissime. Ouais. Qui est ultra connue, vraiment, qui est absolument magnifique. Après, celle-là, elle fait penser à une couverture de Spider-Man, des premiers Spider-Man. Possible. Le 100. Le 100. Spider-Man 100. Amazing Spider-Man numéro 100, elle fait penser un petit peu à ça avec les têtes derrière et le personnage devant. Puisque du coup, tu as une tablette avec Alexia au plafond qui sont reliées, donc tu dois regarder en haut pour... J'ai un tableau avec plein de covers. En fait, il y a Spider-Man sur le plafond qui lui dit « C'est le 205 Le 205 !» Il est pendu au plafond au même moment pendant tout le live, auquel il a des questions sur Spider-Man. C'est classe, je trouve ça super classe. Il y a aussi celle-là que je trouve magnifique. Ah oui. Du coup, qui est splendide. Donc ça, sur le numéro 208. Là, par exemple, la façon avec la colo sur Deadman par rapport au premier plan avec le crochet. Les incrustations, elles sont... du coup, là... fait tac, tac, tac. Le crochet, c'est parce que la personne qui l'a tué, elle avait un crochet. Ouais. Et du coup, c'est un 8. Il lui a coûté bien cher, celui-là, quand même. Un 8 au CGC. Ça va, il se met bien, lui. De Neil Adams, en plus. Celle-là aussi. Magnifique. Avec du coup le personnage qui apparaît en non-ancrage. En fait, Neil Adams, c'était le maître du calque pour ses couvertures, c'est ouf. Ouais, sur les différents, il y a vraiment un travail sur les différents plans. Enfin, c'est assez splendide. Et donc, comme je vous disais, voilà, c'est vraiment pendant cette période qu'il va devenir hyper reconnu dans le monde des comics. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, Steranko d'ailleurs, qui va lui dire qu'il devrait rencontrer Stan Lee. Et il va commencer aussi à travailler en freelance pour Marvel. Et entre autres, son premier titre, ça sera le X-Men 56. Ah, voilà. Et du coup, entre autres, faut savoir que chez Marvel, on en parle moins, mais c'est par exemple Neil Adams qui a créé un personnage comme Havok. Ouais. Okay. Donc c'est quand même pas rien, le frère de Cyclope. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a créé Sauron, ce fameux mème qu'on voit. Mais moi, je veux pas guérir le cancer. Ce que je veux, c'est créer des dinosaures. Et ben voilà. Okay. Adams. Les mutants de la Terre sauvage, c'est aussi lui qui les a créés, par exemple. Donc voilà, il a pas mal participé, pas mal fait de choses chez Marvel. Fin des années 60 et début 70, donc Neil Adams apporte vraiment beaucoup en créant plein de personnages, mais aussi redonne une seconde jeunesse à pas mal de personnages plus anciens. Par exemple, quand on va parler de Green Arrow, le coup de la barbichette sur Green Arrow, c'est Neil Adams qui lui a rajouté cette petite barbichette. Donc voilà, il a même remodernisé des personnages, et d'autres dont on va parler justement bientôt. C'est ensuite avec Détective numéro 395, en janvier 70, que commence sa collaboration avec Denny O'Neil, pour laquelle forcément, voilà, c'est vraiment cette collaboration-là, je pense, une des collaborations les plus cultes. Je dirais, il y a Stan Lee, Jack Kirby, Stanley Ditko et Neil Adams, Denny O'Neil, clairement. Après, juste avant celui-là, quand même, il avait fait quelques numéros de The Brave and the Bold et il en avait fait quelques-uns de Batman, mais si vous voulez les lire, on est plus proche d'Adam West que de ce qu'on connaît de Batman. C'est-à-dire, c'est Batman. Alors, que faisons-nous, Gordon? C'était un peu dérangeant. Et là, c'est vrai qu'ils entament le côté plus sombre. Je fais un peu moins de blagues. Je suis moins, voilà. On embrasse la noirceur du Chevalier Noir. Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. Ouais. C'est vraiment le moment où il s'éloigne du coup du Batman très cartoon de la série des années 60 et qui le ramène vers le Batman plus sombre. Comme on le connaît aujourd'hui, par exemple, il va le faire agir la nuit.
Ça, c'est vraiment lui qui l'a ramené. Donc, son travail de détective, avoir lu la nuit, avoir un côté plus sombre. Et donc, il y a eu des couvertures très célèbres durant cette période. Par exemple, le Batman 227, qui est une couverture très connue, celle-là. Voilà, vraiment cultissime. Vous n'êtes qu'une bande de criminels. Nils, je m'en souviens de la réplique là. Et donc ça, c'est un hommage à une encore plus ancienne couverture, qui est celle du Détective Comics numéro 31. Ouais. Donc voilà, comme tu peux voir, vraiment hop, tu vois l'hommage. Ces longues oreilles. C'était lui, ça, du coup. Il a rallongé les oreilles, du coup. Il a ramené les oreilles un peu plus rallongées que ce qu'elles étaient à ce moment-là. Et Ra's al Ghul fait son apparition, donc co-créée par Neil Adams, dans Batman numéro 232. Donc voilà la couverture. Donc la fille du démon. Et ensuite, on a le premier Man-Bat qui fait son apparition dans Détective numéro 400. Et ça, donc, Melvin, tu l'as lu? Ouais, celui-là, j'ai lu. Et t'as aimé? Franchement, j'ai bien aimé parce que, en fait, tu sais, le Man-Bat, j'ai surtout vu dans les jeux. Oui. Donc, tout ce qui est création de Man-Bat, je m'y attendais pas, surtout qu'au début, il n'est pas forcément méchant. Dans le comics Non, dans le comics, voilà, au début, il n'est pas forcément méchant, en fait. Il veut avoir les mêmes pouvoirs que Batman. Ouais. Et ça tombe mal. Accidentellement, ça tombe mal. Donc après, il y a Batman qui arrive et lui, il l'aide parce que Batman il est dans le noir, il voit que dalle, il n'a pas encore son sonar, lui va l'aider. Et Batman, il se dit, mais ami, ennemi, t'as vraiment une dualité comme ça jusqu'au moment où lui, il pète un peu câble. la petite version d'ici, je trouve. Non, je dis, t'as un peu le côté, c'est un peu un lézard version d'ici. Ah oui, okay, oui. Même dans des runs assez récents, je sais plus c'était le run de qui, mais il y avait une mini-série Man-Bat il y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 2-3 ans, je crois. Et justement, tu avais ce côté-là de quelqu'un qui voudrait faire le bien. À la base, qui veut vraiment faire le bien et les choses tournent mal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours revenu avec le personnage, effectivement. Ouais. En fait, la création originale, c'est vraiment... il y a Batman, j'aimerais bien être comme lui parce qu'ils savent pas si c'est vraiment... Et en fait, il dit, j'aimerais bien voir la nuit. Il cherche des techniques pour améliorer ses conditions physiques pour jouer les justiciers. Et il extrait de l'essence de chauve-souris, des glandes. Il récupère des sécrétions des glandes de chauve-souris, il se les injecte et à un moment, il se transforme. Okay. Donc ouais, c'est vachement bien. Après, c'est vrai qu'il y a un parallèle avec le lézard. C'est quand tu le lis, tu le sens. Sauf que le lézard, il redevient humain à un moment. Oui. Puis après, tu as tout ce truc-là. Mais là, Man-Bat, à un moment, une fois qu'il est complet, qu'il a les ailes, il veut plus redevenir humain. Dans le deuxième Man-Bat, en fait, t'as des moments où il redevient humain, par contre. Ouais. T'as un moment justement où il est guéri et il se retransforme, il replonge dans le truc, puisque ça lui manque trop. Donc, Neil Adams ramène aussi des vilains disparus depuis longtemps, comme par exemple un certain Two-Face, donc ça dans Batman 234, et aussi, et peut-être même surtout, fait revenir un personnage qui n'est autre que le Joker. Bah oui. Donc ça c'est dans Batman 251, parce que voilà, le Joker, ça faisait longtemps que c'était surtout un personnage comédique, un personnage qui était plus dans les gags, dans l'humour, et ils en refont à nouveau un vrai maniaque capable de tuer sur un coup de tête, parce que comme ça, même sans raison. Et voilà, c'est eux qui ont fait vraiment redevenir le Joker un vrai vilain à proprement parler. C'est drôle parce que tu as dit capable de tuer sur un coup de tête parce que, donc tu allais expliquer pourquoi il tue sur un coup de tête. Oui, voilà, sur un coup de tête. Parce que tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, le mec lui devait de l'argent et... il justifie le coup de tête. Et du coup, donc avec son style très réaliste, et avec le fait, avec Denis O'Neill, de s'attaquer à des sujets qu'on voyait pas dans les comics, parce que faut pas oublier que c'était l'époque où il y avait le Comics Code, donc il y avait plein de sujets qui étaient tabous, auxquels on n'avait pas le droit de toucher, sous peine de pas avoir d'autorisation. On est toujours dans les années 60, là, excuse-moi. Ouais. Oui. C'est avec Green Lantern. Alors, faut savoir qu'il y a Spider-Man d'abord qui a ouvert la porte, où il y avait eu déjà une histoire de drogue dans un Spider-Man, mais bon, qui n'était pas en couverture par contre, mais il y avait une histoire dans Spider-Man, et ensuite, on a eu alors d'abord, avant celle-là, il y a Green Lantern 76, qui est considéré vraiment comme le début de l'âge de bronze. Donc le mec est quand même la cause d'un changement d'âge dans l'histoire des comics. C'est pas rien. Je veux dire, quand même, ça en impose un petit peu. Salut, j'ai écrit le comics qui a fait changer d'âge aux comics. Ça va? Moi, je mettrais ça sur ma carte de visite, très clairement. L'âge de bronze, il est là. C'est moi. Ok. Tranquille, les gars. Et évidemment, il y a donc Green Lantern numéro 85,
qui n'est autre que le fameux, et qui n'est pas du tout celui-là d'ailleurs. Pas du tout celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Oh, dis donc. Green Arrow, il passe un peu pour un... Ça, c'était 76, justement. C'est celui, justement, qui a fait qu'on est passé à l'âge de bronze. Et celui-là, il y a Green Arrow, il passe pour un teubé. J'étais sur Pornhub. Ils vont voir mon historique internet. Oh non. Pardon. Mais non, c'est vrai qu'il fait cette tête-là, je trouve. Mais tu voulais dire Melvin, du coup. Bah, en fait, c'est dans ce run-là, en fait, au début, il va chercher Speedy et il traque des dealers et il tombe chez un groupe de drogués et il y a Speedy, il fait en mode « Oh, Speedy, bien, en fait, tu nous as pris en filature. » Et t'es en mode « Mais t'es con !» Et à un moment, il lui fait un petit... il lui dit « Oui, mais bon, peut-être qu'ils se droguent parce qu'ils ont été délaissés par leur mentor. » Et Arrow, il fait oui, bah c'est pas une raison, il part. Et je me suis dit, mais. Ah, il part vraiment comme un connard. Ah, il part vraiment comme un connard. Mais encore maintenant, t'as souvent des références à ça, même en mode d'humour, au fait que vraiment, il agit comme un connard vis-à-vis de lui. Ah oui, et après, c'est tous ces numéros-là qu'il a fait avec Green Lantern et Green Arrow. T'as beaucoup de justice sociale, t'as beaucoup de. C'est parce que le principe, ça commence parce que Green Lantern, en fait, il survole un peu le monde, il défend une personne qui se fait attaquer et en fait cette personne-là essaie de... C'est un propriétaire. Voilà, c'est un propriétaire qui justement augmenter les loyers et arnaquer les gens qui vivaient là. Et du coup, quand Hal Jordan intervient, il y a Green Arrow qui l'arrête et qui lui dit en mode mais tu dois essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Tu peux pas juste arrêter ce qui te semble mal. Tu dois essayer de comprendre les raisons des gens et pourquoi ils en sont là. Et du coup, effectivement, ce que dit Melvin, c'est de là que du coup, non seulement ils vont partir en aventure ensemble, mais en plus, il y a même un gardien, il y a même un gardien, du coup, justement, qui connaît rien à la Terre et qui va se mêler au truc. Donc, une espèce de buddy movie. Ils emmènent un gardien découvrir l'Amérique aussi. Donc, c'est un peu Ted, ou je sais plus comment il s'appelait ici, mais avec la hyène, que t'emmènes comme ça faire le tour des États-Unis. Paul, voilà. C'est un peu Paul ou cette version. Et puis ils vont rencontrer Dina, donc Black Canary, puis ils vont tomber sur des sectes et c'est vrai que il y a une petite dose de buddy movie, puis après il va y avoir un truc avec le gardien, donc ils vont être au jeu, là où on juge le gardien, donc tu as un peu la justice d'Oa, comment ça fonctionne, après on va être sur la planète du gardien. Mais toujours en fait c'est cette justice, ce côté faut protéger les plus faibles, parce qu'en fait c'est Hal Jordan, même il le dit plusieurs fois, il fait le serment, donc il te répète toujours le même serment. En fait à chaque fois qu'il doit se recharger une fois par jour, il répète le serment et à chaque fois il dit ces mots voulaient dire tellement pour moi, mais maintenant je me pose la question, parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'il s'est éloigné de son serment, en fait il s'est éloigné de ce qu'il aurait dû faire en tant que Green Lantern, et Arrow l'aide à repartir sur ce chemin là. Mais dans ce run là il y a aussi le moment où Green Arrow, en fait, on lui propose le poste de maire et qu'il appelle tous les super-héros et il se pose la question, il dit est-ce que je dois accepter de devenir maire ou pas, et à la fin il décide d'accepter. T'as aussi plein de... Quand tu parles de l'histoire de Green Arrow, beaucoup de ce qu'on dit, en fait, ça vient de là. Oui. Et c'est vachement important. Il faut savoir que d'un point de vue édition, d'un point de vue maison d'édition, pourquoi ce run-là, ce qui s'est passé, c'est que Green Arrow, enfin le run de Green Lantern était vraiment en chute au niveau des ventes. Du coup, il fallait trouver un moyen de le moderniser. Et donc voilà, c'est l'idée qu'ils ont eue, c'est vraiment donner un aspect plus social à tout ça. Ce qui a marché pendant un temps, alors pas sur la fin du run, d'ailleurs le titre a été supprimé à partir du numéro 89, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près ça. Et après ils sont dans des petites parties à la fin de Flash. Voilà, exactement, dans The Flash. Ils ont pu continuer quand même quelques histoires dans The Flash, tout à fait ça. Ouais, parce que t'as la mort de Green Arrow, en fait le pire, c'est que c'est super intéressant. C'est Arrow, à un moment, il est aveuglé, il tire une flèche, ça fait tomber un mec, et en fait, le mec, en tombant, se brise le cou. Et Arrow, il se remet en question sur sa quête en lui-même de est-ce qu'il doit continuer ou pas, et il part en retraite un peu spirituelle jusqu'à ce que Dina ait un problème et ait besoin de lui parce qu'elle a eu un accident, donc elle a besoin de son sang parce qu'ils ont le même sang. Okay. Mais tu vois, il y a toute une recherche de spiritualité, Arrow. Donc, vu que le titre a été arrêté, c'est des trucs qui tiennent en quoi ? C'est même pas 5 ou 6 issues, quoi. Sur 3 numéros de 5 ou 6 issues, donc c'est assez rushé. Mais c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que Arrow il se remet en question. C'est vraiment avec les années où il y a eu ce truc de décompression, où les histoires sont devenues beaucoup plus longues. Mais à l'époque, les histoires étaient assez courtes de toute façon. Il fallait que n'importe qui puisse prendre un comics et avoir une histoire et la comprendre comme ça, quoi. Prendre un comics au pif. Ça, c'est la philosophie de Stan Lee. Hein. Stan Lee, c'est n'importe qui doit pouvoir prendre un comics et pouvoir lire. C'est toujours le premier comics de quelqu'un, ce que disait Stan Lee. C'est ça. Et après ça, on a son dernier travail du coup à DC, avant longtemps.
Alors, c'est pas des moindres. Son dernier boulot, donc, c'est en 1978. Et ça n'est autre que le crossover Superman versus Mohamed Ali, Voilà. qu'il a en plus coécrit en partie, puisqu'il faut savoir que Denny O'Neil, en fait, a lâché le titre à un moment, en fait, avant que ce soit fini. Et du coup, c'est Neil Adams tout seul qui a dû finir aussi l'écriture. Donc voilà, c'est un titre qui est bon, juste cultissime. Ouais. T'imagines quand tu regardes ça? Alors, normalement, c'est une image en plus que tu as en double sprint d'intérieur. Et en fait, toutes les têtes que tu vois, c'est que des caméos. Ouais. C'est que des célébrités de l'époque. Chaque personnage, c'est vraiment quelqu'un qui l'a redessiné, en fait. Et quand tu ouvres, tu as marqué tel rang, tu as telle personne, Oui, tel exactement. rang. Tu as les Beatles dedans, tu as. C'est quand même T'as incroyable. Lui à plein gauche, de- là, avec les cheveux crôlés, il me dit quelque chose, mais je reviens plus dessus. Ça, on dirait Will Ferrell. On pourrait passer 1 heure à juste dire. Là, avec les lunettes, avec les lunettes, on dirait Clark Kent, hein, mais je suis pas sûr. Tiens, là, t'as Tom Holland. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Tom Holland. Mais ouais, Charlie. Attendez. Non, t'as plein de gens Non, connus. mais, et en plus, ça, c'est un des trucs où quand ça a été Batman. édité en français, en fait, là, ça s'appelle Contre Mohamed Ali, mais en français, la première édition, c'était contre Cassius Clay. Oui. Entre parenthèses, Mohamed Ali. Et après, il y a eu que très peu de tirages de ça. Et après, tu as eu Mohamed Ali, même en VF. Ouais. Ah oui, Exact. Pour l'avoir tenu dans mes mains, le Cassius Clay, il est ancien. Et du coup, ça, Neil Adams, même lui plus tard dira que c'est son titre préféré de toute sa carrière sur lequel il a travaillé. C'est vraiment le titre qu'il aime le plus de tout ce qu'il a fait. Non, son dernier boulot pour Marvel, par contre, je veux dire. Ensuite, c'est Bizarre Adventures, donc ça en 1981. Ensuite, dans les années 80-90, il se concentre surtout sur sa compagnie qu'il va créer, qui s'appelle du coup Continuity Associates, avec laquelle en fait ils font des storyboards pour le cinéma, ils font de la publicité, ils font des espèces de films animés, enfin en dessin animé, mais pas de l'animation à proprement parler. Mais voilà, ils vont vraiment bosser. Il revient en fait à son diplôme, donc là c'est vraiment bosser du dessin dans le milieu de l'industrie. Mais même pendant cette période, il va quand même se rendre à toutes les conventions, signer des autographes, faire des petits dessins pour les fans, voilà. Il va toujours quand même rester dans ce milieu des comics. Et au début des années 2000, il revient enfin vers les comics pour réaliser des couvertures pour Marvel et pour DC. Entre autres, il revient en 2005 chez Marvel avec Giant Size X-Men numéro 3. Et en 2016, il revient chez DC, donc assez récemment, avec des hommages, pas mal d'hommages en fait de ses propres couvertures. Donc là je les ai pas ici, mais voilà, c'est beaucoup d'hommages en fait à ces vieilles couvertures remodernisées du coup. Et donc salut Rick Aprio, j'ai Superman versus Hall dans les mains. C'est bon, vous m'avez donné envie de le relire. Bah tant mieux. Il est jamais, voilà, il y a toujours de bonnes raisons pour le relire de toute façon. Mais voilà, c'est un autre truc que j'avais mis. Attends, repartage juste 2 secondes, parce que c'est quand même un titre culte que j'ai envie de montrer à tout le monde. Voilà. Dans cette période indé, puis il a aussi fait des titres indés. Il a quand même dessiné Skateman. Et je l'ai lu. Allô. Et alors justement, c'est assez antique. Enfin, l'origine story du mec, justement, c'est que il a fait la guerre du Vietnam au début en tant que pilote d'hélicoptère, puis ensuite il s'est retrouvé en fantassin. Et là, il s'est rendu compte de l'horreur de la guerre, donc il s'est vite débrouillé pour partir. Revenu au pays, il savait plus trop quoi faire avec ses talents à lui qui étaient du coup de faire la guerre. Et un de ses anciens collègues militaires l'a introduit au roller derby. Et là, il a pris son pied jusqu'au jour où en fait un mauvais entraîneur a trafiqué les rollers de son pote. Et donc en le poussant sans faire exprès, bah il l'a tué parce qu'il s'est tordu la nuque en tombant. Et donc il est devenu un justicier de la nuit. Donc, à la base, il a juste tout arrêté. Sauf que sa copine, qui elle est devenue journaliste entre temps, s'est fait tuer devant chez eux par un motard. Et c'est une super bonne idée, Neil. Tellement, mais j'avais pas pensé en plus, mais c'est du génie, effectivement. Mais et du coup, il est devenu donc cette espèce d'Iron Man en roller. Enfin, c'est pas d'Iron Man, je veux dire d'Iron Fist. Je trouve qu'il a vraiment le masque d'Iron Fist en plus. Mais en version, je porte un mini short et des rollers. Ce qui est encore plus fou, c'est de l'appeler Skateman, et c'est pas du skateboard en fait. Et j'adore le texte. Ouais, oui, alors oui, c'est skating en anglais après. Mais j'adore le texte en plus. Ah, ok. Heads off, bas les pattes, on dire call. Ouais. La fête est finie. On forme une association, celle de mon pied avec ton visage. On dirait un dialogue à la Chuck Norris. Je trouve ça génialissime. Et en plus, c'est pas du tout cliché.
T'as le... Et évidemment, t'as l'espagnol. Ah, Dios mío, Escaterman. Ah, puis il lâche un petit El muerto. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça génial. Mais il a fait des trucs barrés. Il a aussi fait un comics pour, comment ça s'appelle, Captain Power. Je sais plus. Il y avait une série il y a très longtemps à la télé, même en France. Non, il y avait une série qui existait à la télé où en fait il y avait des parties sur les tenues, soit des héros, soit des méchants qui étaient lumineuses. Et en fait, à l'époque, tu avais une espèce d'appareil que tu pouvais choper dans les bureaux de tabac et ça te permettait de jouer de manière interactive sur ta télé. Et ça, c'était début des 90s, quoi. Et sans doute vous avez pas connu, vous. Mais on était comme des fous. On pouvait avoir le truc et jouer devant notre télévision, devant notre vieille grosse télé à tube cathodique. Et quand il y avait les lumières à l'écran, on pouvait appuyer dessus pour essayer de tuer les méchants et tout. Ouais. Mais après voilà, il a fait pas mal de boulot aussi indé du coup à côté, donc j'ai pas parlé parce que voilà, il y avait un peu de tout. Il a fait du Conan aussi. Ouais, il a fait du Red Sonja. Il a fait des comics Deadman. Il a fait un truc qui s'appelle Cyberrad. Il a bossé un peu pour Dark Horse aussi. Ouais, donc c'était Captain Power, ça je vous ai dit. Excuse-moi. Nil est chaud. Je mets mes rollers où je veux et c'est souvent mais c'est exactement ça, mec. C'est exactement ça. Donc voilà en gros pour la carrière de Neil Adams et du coup qui nous a quittés effectivement il y a pas très longtemps, donc le 28 avril de cette année. Et voilà, et du coup, ce qu'on a dit un peu aussi, voilà, rappeler que vraiment, ça c'est super important, que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup fait pour la place des illustrateurs dans le milieu du comics, pour qu'ils soient mieux rémunérés, pour qu'ils soient reconnus. Faut savoir qu'entre autres, c'est un peu grâce à lui si les créateurs de Superman ont pu être crédités. Il les a beaucoup aidés dans leur combat pour justement pour qu'on leur reconnaisse leur rôle dans la création de Superman. Et c'est quelqu'un qui était considéré comme un papa, vraiment comme un papa dans le milieu du comics, où énormément des créateurs qu'on connaît tous de comics le considèrent comme quelqu'un d'extrêmement important. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ont Twitter, il y a un thread qui est sorti sur Twitter, par exemple, il n'y a pas longtemps, par le fils de Neil Adams, qui est magnifique, qui est vraiment magnifique, ce thread. Et où il parle de Neil Adams, et où en gros, la morale du thread, c'est qu'il en finit par dire, quand on me demande qu'est-ce que c'est d'avoir Neil Adams comme père, bah, en fait, tous les créateurs de comics qui l'ont un jour rencontré le savent, parce que c'était le père de tous les créateurs de comics, et qu'il les traitait comme ses enfants, et qu'il le considérait tous comme leur père, et qu'il hésitait jamais à leur donner des conseils sur comment faire respecter leur travail, et qu'il était toujours là s'il y avait besoin de se battre pour faire reconnaître la place des illustrateurs. Et voilà, c'est un monsieur non seulement hyper important d'un point de vue créatif, d'un point de vue de ce qu'il a apporté, mais aussi d'un point de vue de l'industrie sur la place des dessinateurs. Donc voilà. Vraiment... mais il a lancé, je crois que c'est John Byrne qui a été aussi inspiré par lui. On en parlait en off, mais il y a Marv Wolfman. C'est grâce à lui si la carrière a été lancée. Parce que Wolfman, c'est celui qui a fait Crisis, de mémoire. Il y a ça aussi, c'est bien que t'en parles, ça j'en ai pas parlé. T'as tout à fait raison. Il était aussi connu pour être quelqu'un qui se servait énormément de ses contacts et de son importance pour lancer des jeunes talents. Et il y a plein de fois où effectivement, un jeune talent rencontrait Neil Adams et Neil Adams passait un coup de fil et un jeune illustrateur se retrouvait chez Marvel, chez DC ou chez un autre, a commencé sa carrière parce que Neil Adams avait accepté de passer un coup de fil. Et ça arrivait effectivement très souvent. L'histoire de Wolfman, c'est parce qu'en fait, il a écrit un scénario, donc ils sont deux, j'ai pas le nom de la deuxième en tête. Mais en fait, et ça a été refusé par l'éditeur, le publisher de l'époque. Et ils sont allés voir Neil Adams, ils lui ont donné. Neil Adams, il a dit, moi, je vais appuyer ton script, enfin ton scénario, et en plus, je vais le dessiner. Donc il l'a dessiné, et après, il l'a renvoyé à cette même personne. Et cette fois-ci, le mec, il a bien compris que c'était du Neil Adams, donc il est presque obligé de publier parce qu'à cette époque-là, ça fonctionnait super bien. Mais il a bien compris qu'il avait déjà lu le scénario, qu'il connaissait déjà. Et ça a été publié, c'est sorti. D'ailleurs, dans la version française, elle y est. C'est un des numéros qui est inclus parce qu'il fait partie des bons numéros. Et ça a vraiment lancé pas mal de carrières. T'en as pas parlé, mais il a créé aussi John Stewart. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, oui. Effectivement. Avec justement dans la série Green Lantern et Green Arrow, tu as l'introduction de John Stewart qui à l'époque c'était quand même une introduction un peu au forceps.
Vas-y, explique. Mais Il n'était pas militaire à l'époque d'ailleurs. En plus. non, il était pas du tout Architecte, c'est militaire. ça, hein. C'est ça. Seulement architecte, c'est venu plus tard le côté vétéran de l'armée. Voilà. Mais après, c'est expédié. C'est-à-dire qu'en une issue, il te le montre et puis c'est fini. Globalement, tu as Guy Garner, on apprend que c'est le Green Lantern bis. Donc, finalement, tu as Hal Jordan. Et si Hal Jordan il peut pas être là, en fait, on met un autre Green Lantern en attendant. Tu vois. Et comme il se blesse, les gardiens ils disent bah, il faut trouver quelqu'un d'autre. Il l'amène directement sur un toit. Il dit cette personne-là. Et tu pointes John Stewart. Et ça, c'était lui, alors, cette page-là. Ne suis pas sur la bonne. Non, c'est c'était c'est pas beaucoup celle-là. plus vieux le numéro. Ça se voit la colorisation que c'est plus ancien. Ouais, ça se voit, c'est celui-là. Tu l'as là, voilà, c'est ça. C'est ça la première truc où il lui montre et il lui dit d'ailleurs là il lui met le masque et il lui dit pas le masque, j'ai pas besoin de me cacher parce que c'est vraiment tu sens que le personnage a été créé pour un peu lutter contre le racisme. Il aide un politicien qui est raciste. Et tu vois, le mec qui va se faire attaquer, donc il le sauve. Et il y a un camion de pétrole qui va l'écraser. Et lui, en le sauvant, il fait un trou exprès pour qu'il se prenne tout le pétrole sur la tête. Et il lui fait une blague assez raciste sur lui, tu vois. Donc au mec raciste, il lui fait une blague, John Stewart. Et Al Jordan, il pète un câble. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Et il lui dit, mais t'entends pas ce qu'il dit. Et en fait, c'est pour avoir un côté justice, tu vois, on sent qu'il a été créé pour voilà, justice sociale, pour dénoncer. Dans un numéro où Green Arrow parle de justice sociale, où Green Lantern découvre ça parce qu'il n'est pas au courant. Donc ça fait vraiment partie des bons numéros. Après, c'est vrai que c'est ancien, c'est-à-dire que Green Lantern qui se balade dans Star City, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas trop kiffé, mais c'est vrai que je vois pas de qui tu parles. Par contre, il y a une anecdote, enfin, il y a une petite anecdote que je pourrais placer. Là, sur l'image, je sais pas si vous l'avez bien vu, même pour le spectateur, c'était écrit dans un des phrasés Beware My Power. Et il y en a un film d'animation du coup qui sortira. Ouais, sur John Stewart qui va sortir, qui a été annoncé. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Bah après, c'est bien. Bon, on l'avait beaucoup vu dans l'époque de la série télé. Ouais. 90, on rappelle. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont grandi avec. Pour beaucoup, c'est leur préféré, puisqu'ils ont grandi avec celui-là. Ouais. Ouais, et puis, il est quand même vachement intéressant, je trouve. Bon, là, c'était vraiment la création. Donc, à la fin du truc, voilà, t'es le bis. Si on a besoin de toi, tu viens. Au revoir. Fin du truc de l'issue. T'es là recruté sur le banc. On t'appelle si on a besoin de toi sur le parquet. Hein, bah, même, tu vois, quand ils faisaient des arcs à plusieurs, parce que quand ils partent en road trip avec le gardien, ça fait au moins 4 ou 5 issues, tu vois. Mais c'est à chaque fois, c'est une enquête, ça se finit, résolution. En fait, tu pourrais arrêter là, et c'est fini. D'ailleurs, quand le road trip s'arrête, tu sens presque pas la transition parce que voilà, l'issue d'après, ça bouge un peu. Tiens, on a fait ça, on continue, tu vois. Mais c'est quand même vachement intéressant parce que oui, il y a des histoires sociales, il y a des histoires de sectes, de manipulation. T'en as un qui manipule une enfant qui a des pouvoirs qui permet de faire un peu ce qu'elle veut, de manipuler les autres. Donc c'est vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai plus eu de mal, tu vois, en lisant le Batman. Parce que le Batman, les premiers numéros, c'est vraiment... Allons-y, Robin. Et après, quand ça devient sérieux, c'est plus intéressant, mais au début, c'est dur. Ouais. Et dans ta tête, t'as le petit générique des ouais, voilà, c'est ça. Mais surtout que quand il fait, dans les premiers numéros que tu peux lire, c'est The Brave and the Bold. Et en fait, c'est Batman avec les Teen Titans, Batman avec Flash. Il a bossé sur Batman Teen Titans en plus à un moment. Et ouais, mais justement, et donc en fait, c'est que des Batman avec, tu vois, c'est que des featuring. Et il y a certains moments, c'est vraiment featuring. C'est le concept de la série, du coup, ouais. C'est ça. Donc c'est sûr, après j'aime un peu moins ce style. Il a fait revenir Deadman même d'ailleurs dans cette série aussi. Oui, justement, tu as Deadman c'est Batman avec Deadman et Deadman qui essaie de trouver le Aquaman, je crois aussi. Son tueur. Oui, t'as Batman, t'as Deadman, Aquaman. Il avait modernisé le costume. Green Arrow aussi. Green Arrow, c'est là où je crois que c'est là justement lui faire la barbichette et tout. Il avait modernisé un peu le costume, je crois. Ouais. Oui, parce qu'il le dit, j'ai pas remis ce costume parce que par contre dans ce numéro-là, c'est intéressant aussi parce que ils sont tous les deux en doute, c'est-à-dire que Bruce Wayne, on lui propose un poste au Sénat, mais en fait, s'il accepte au Sénat, il pourra plus trop être Batman, parce qu'il aura plus de temps. Et Green Arrow, il a un autre projet écologique, mais pareil, s'il se consacre à ça, il aura plus de temps pour être Green Arrow. Ouais. Donc tous les deux ont le même dilemme, sauf que les deux ne se disent pas parce qu'ils parlent pas entre eux. Ils avouent qu'ils sont un psy au même moment, mais pure coïncidence, et donc c'est assez drôle parce que c'était vraiment pile dans l'époque où c'était censé être drôle. Mais tu as aussi les responsabilités. Est-ce que tu abandonnes ton rôle de super-héros parce que une des lois anti-crime
en fait, va être appliqué. Donc, c'est plus important ça ou ton rôle de super-héros, c'est Bruce Wayne, il est vraiment dans une impasse. Et c'est vraiment intéressant. Mais voilà, en fait, beaucoup des choses qu'il a faites parlent des Justice Warriors, c'est des Social Justice Warriors. C'est, voilà, Oui. il a aidé les plus démunis. Et voilà. Ok. C'est Vous auriez des vraiment choses très à intéressant. rajouter par rapport à comment vous placez sur l'auteur, le créateur? Où on est bon. Bah encore une fois, hein, quelqu'un vraiment qui a une carrière juste immense, qui va rester qui va rester une légende du monde des comics. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément marqué. Enfin, ouais, non, c'est pareil. Je me rendais compte que comme Guardian il y a pas longtemps, qui me parlait, qui me disait qu'il réalisait La Légion des monstres, pareil, du School. Bah pareil, ça je savais pas, mais c'est Neil Adams aussi qui a bossé dessus. Je trouve ça impressionnant, quoi. Vraiment, le nombre, il a bossé sur du Defenders, il a bossé sur énormément de choses. Tu dis pas mal sur X-Men, sur Superman, il a vraiment, ouais, non, il a une carrière qui est ouf, quoi. Qui est ouf. Ouais, et puis, il a un style de dessin, franchement, j'ai lu des comics des années, à peu près d'autres auteurs, mais dans les mêmes années. Tu vois, même les Spider-Man, je suis en train de rattraper, donc là, voilà. Mais en fait, tu te rends compte que son style de dessin, en fait, il passe super bien. Ouais. Donc, bon, après, moi, j'ai lu en français, donc il était à l'avance. réédition. Ça dépend les planches. Hein, il était à l'avance, mais dans la version française, comme moi, j'ai lu en démat, j'avais une super qualité. Et franchement, les couleurs étaient nickel. Donc, franchement, j'ai pas. Des fois, quand tu lis, tu sais, tu as des petits moments où tu es compliqué. Là, mis à part que tu as un peu les défauts de l'époque, ça veut dire beaucoup de texte. Tu as la mise en contexte. Tu as ce que pense le héros, ce que dit le héros. Tu as en plus le narrateur externe, en plus de la mise en contexte. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je dois lire tu vois, et ça, il y a Oz qui disait et ça l'introduction. dans des runs de Strander sur la Suicide Squad. Je pense que ça dépend de tes runs, ouais. Oui, ça dépend des runs, mais franchement, c'est ancien, mais mis à part les premiers où tu as vraiment cette discontinuité dans les numéros, c'est quelque chose qui se lit très bien, ça se lit très vite. Et justement, les pages sont agréables. T'as des... Les Batman, tu dis là. Ouais, pour les Batman et les Green Arrow. Les Green Arrow aussi, ça se lit très bien, ça se lit vite. Mais tu as des super idées de dessin. Pour Green Arrow, l'histoire des flèches ou quoi, c'est vachement bien pensé. Au Green Lantern, c'est sûr, on a vu mieux, mais... Les flèches à gadget et tout, c'est lui qui a pensé. Ouais, il en a un petit peu des flèches à gadget. Ouais. Mais pour le Batman, il y a des styles où tu vois juste Batman, tu as la cape, et en fait, la cape, en fonction des petits arcs de chauve-souris, en fait, c'est découpé et ça fait plusieurs cases. Et tu as pas mal de trucs comme ça. Ouais, tu l'as mis en page. Ouais, tu as une mise en page où d'un côté, tu as Bruce Wayne qui parle, et en fait, dans son dos ici, tu as Batman. Tu vois, et tu as les deux comme ça, un d'un côté de la page, un de l'autre, et tu as des il a des vraies idées créatives en termes de découpage. À une époque, la plupart étaient assez classiques. Il a vraiment commencé à introduire justement ces découpages très travaillés, très imaginatifs, hein, beaucoup plus libres. Des trucs qu'on voit maintenant, tu vois, et même, il y en a qui sont devenus la norme. Classiques, mais ouais. Et quand tu lis des trucs comme ça, tu te dis, ah ouais, quand même, mêmes années, Spider-Man, c'est pas la même. Hein. Bah c'est ça, c'est vraiment, c'est qu'il c'était l'instigateur et qu'après les autres ont suivi, quoi. Ça a inspiré beaucoup de monde. Hein. D'où le fait qu'il a eu des prix, comme tu disais, qu'il a été reconnu, illustré. Ah oui, non, puis de toute façon, il est au Hall of Fame, il est au Kirby, il est au Hall of Fame de Jack Kirby, il est au Hall of Fame des Eisner aussi. Enfin, voilà. C'est vraiment reconnu. Hein. Ouais. Écoutez les gars, si on est bien pour la rediffusion, pour l'émission tout court, on espère que ça vous aura plu, et pareil pour les spectateurs. Donc on vous dit à la prochaine, portez-vous bien et redécouvrir Neil Adams, ses œuvres. C'est toujours, d'après mes confrères, très intéressant. Bah ouais. J'essaierai aussi de me remettre à certains comics. Parce que c'est vrai qu'il y a des cases chelous, mais les intentions sont louables, hein, comme ils l'ont dit. Après, il faut vraiment te replacer. Tu le vois avec l'œil de maintenant, mais il faut essayer de comprendre et de te replacer dans le contexte de l'époque. C'est vraiment ça, c'est là où tu comprends. Si tu le compares par rapport à ce que tu lis de classique, moderne, forcément, tu vas avoir un côté old school. Quand tu compares avec ce qui se faisait à l'époque et que tu comprends vraiment les innovations, c'est passionnant, c'est hyper intéressant et c'est assez fou de voir justement à quel point il est à l'avance. Ah oui, ça je dis pas. De toute façon, moi j'ai lu que les premières pages du premier sur Green Arrow, Green Lantern. Non, mais c'est vrai que la première issue de Green Arrow, Green Lantern, elle est pas folle.
Et t'as un moment où même moi ça m'a choqué le coup de. En plus c'est pile l'image que t'avais envoyé où Green Lantern tu le vois de dos, tu vois ses fesses d'un côté, tu vois son corps il est comme ça, tu te dis mais t'es à un moment et de page avant c'est pareil, Oui, c'est pareil, t'as l'impression il a retourné le truc et tu vois il est croqué comme ça. Ouais, c'est le mec il a un angle droit. Mais je disais, les intentions, les messages derrière sont louables, sont à suivre, sont dignes d'intérêt. En fait, juste Oui. comme tu dis, si tu es habitué à une vision d'un personnage et que tu arrives genre Green Lantern, là tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait voilà. C'est pas le personnage auquel j'aurais pensé en ouvrant le comics finalement quand tu lis. Ah, mais s'ils avaient besoin de relancer un petit peu l'hype autour du personnage. Bah ouais, ça je dis pas. Après, du coup, si pour ceux qui voudraient des séries autres, par exemple dessinées par Neil Adams, il y a la mini-série Fantastic Four Antithesis, où là c'est Mark Waid qui est au scénario. Donc pareil, c'est bon. C'est pas Jojo Clodo quoi. Aussi en mini-série. Du coup, là scénarisé par Christos Gage. Voilà, il y a une série Wonder Girl qu'il avait faite aussi, par exemple, à laquelle il a participé, c'était pas le seul illustrateur. Donc scénarisé entre autres par John Byrne, par Kaniger, puis un autre, je sais plus. Enfin voilà, il a bossé aussi sur Vihawk and the Dove, deux persos qu'on retrouve dans Titans, pour ceux qui regardent la série. Bon, sauf qu'à l'époque c'était encore deux mecs, Hawk and Dove, c'était pas encore un homme et une femme. Comme on le voit dans la série. C'est lui qui est derrière. À un moment, tu le revois, l'autre. Dans la série, c'est ça qu'ils ont fait. Hein. C'était des frangins et puis ils sont passés. D'accord, je n'ai pas tout vu. Mais voilà, donc voilà, il y a d'autres séries du coup que vous pouvez voir, hein, illustrées par Neil Adams, que je vous conseille. Ça m'interpelle sur les X-Men justement. L'émission elle est terminée. Je remercie aux spectateurs, à vous d'avoir parlé de ce grand monsieur qui a impacté le monde du comics. Il y aura sûrement d'autres numéros spéciaux. On n'espère pas pour des événements tout aussi tristes. Hein. Voilà. Et à la prochaine, portez-vous bien. Et puis, comme on le disait, hein, redécouvrez du Neil Adams. Il y a plein de belles choses qui ont été citées. La bise, portez-vous bien.